Alors, pour trouver SphereChalk, enfin la donne SphereChalk, je vous propose l'adresse suivante. Elle est là, hein, je la mettrai dans les, comment ça s'appelle, dans les commentaires. CTRL, copie, voilà, on la met là, directos, CTRL V, clic. Voilà. Et vous avez, bon, traduire si vous voulez, hein, on peut traduire, c'est pas plus mal, d'accord. Voilà. Voilà. Vous avez voilà, toutes les améliorations, et ainsi de suite, les modifications, et à la fin, vous avez SphereChalk. Alors, je vous conseille vraiment cette version-là. Vous cliquez, vous obtenez un zip, et puis après, bah, c'est relativement simple, hein. Vous allez dans Blender, on va aller dans Blender, si j'y arrive, hop, je prends mes petits lanceurs, voilà, Blender 3.0, alors moi j'ai pris la version 3.0 de référence, hein. Je ne crois pas qu'il faille aller au-dessus, voilà, ça va venir, ça met un peu de temps. Voilà, et puis vous allez dans Edit, Préférences, vous cherchez donc Add-on, et puis vous faites, bon, install, hein, comme d'habitude, vous allez chercher le zip, vous cliquez dessus, et après vous validez. Voilà. Une fois que c'est fait, vous avez théoriquement, alors là je vais le montrer, voilà, le node SphereChalk, vous cochez, et puis vous avez, alors il y a peut-être quelques petites choses à faire. Pour l'instant, je touche à rien. Hein, j'ai laissé les choses à peu près normalement. Hein, vous verrez, il y a quelques petites choses. Bon, il y a une chose que j'ai essayé, c'est le lien avec FreeCAD, mais c'est pas probant. Hein. J'ai pas trop compris comment ça marchait. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et là, vous avez, théoriquement, dans les menus ici, vous avez, voilà, SphereChalk Node. D'accord? Alors, on peut se faire un espace réservé pour SphereChalk. Alors, moi, j'ai choisi ça, d'accord? Hein, vous créez un espace de SphereChalk avec un onglet, et puis vous le mémorisez dans votre Blender. Voilà. Et après, on peut commencer à faire des choses comme on va le voir tout de suite. Alors, on se met dans la version 3.0, et à partir de cette version 3.0, on va voir, on n'a peut-être pas besoin de la fenêtre du bas, on va en voir, de toute façon, ça n'a pas d'importance pour l'instant. Alors, pour ceux qui n'auraient pas l'habitude, bah, vous pouvez créer votre espace, vous faites un horizontal split en cliquant droit dessus, et puis ici, vous mettez SphereChalk, d'accord? Et puis, on va commencer à travailler. Bon. J'ai utilisé, moi, un espace de travail que j'ai créé, hein, seul, je vous montrerai à la fin comment on peut faire, et puis, je vais introduire les premières notions à l'intérieur de SphereChalk, c'est-à-dire comprendre que cette conception assistée par ordinateur, parce que c'est ça, c'est de la CAO, comment ça fonctionne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les objets géométriques que l'on peut créer, et comment on peut les créer, et surtout aller voir aussi très profondément à l'intérieur de ces objets, comment ils sont bâtis dans la structure de Blender. Parce que c'est parfois utile de savoir comment on peut manipuler les choses. Alors, on va déjà un petit peu regarder
quelque chose que j'ai préparé parce que, voilà, on va prendre ça comme structure de base. C'est la même que précédemment, hein, sauf que j'ai rajouté un petit carré ici, tout simplement pour vous montrer que j'ai choisi à l'intérieur des unités. Ici, vous voyez, 0 mm. Le petit carré qui est là, je vais essayer de le grandir, hop, un petit peu. Je vais peut-être cacher la caméra, elle va si on n'a pas besoin. N. Vous voyez, le petit carré qui est là, il fait 1 mm de côté. D'accord. Alors comment avoir des unités? Eh bien, ça se fait ici. Hein. Vous avez ici la barre des properties. Vous allez ici dans Scene Properties, d'accord? Bon, Scene, on n'en a pas besoin. Par contre, il y a Unit. Hein. Unit, il est fermé la plupart du temps. Vous allez choisir Matrix, hein, parce qu'il y a d'autres possibilités. Si vous voulez d'autres, vous choisissez d'autres. Moi, j'ai pris Matrix. J'ai pris le scale parce que je voudrais les millimètres, donc 0001, et puis j'ai marqué length en millimètres. D'accord? Petite chose aussi qu'il faut, c'est éventuellement ici, vous allez là, hein, c'est utile pour la suite, vous allez dans les overlays et vous marquez que la grid, sa scale, c'est 001. C'est important. Maintenant, bon, donc ça justifie que ce petit carré vous servira de référence à l'œil pour voir les multiples de 10. On voit la grille quand même en dessous, mais je tenais à le montrer. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors moi, évidemment, j'avais un autre tree qui était construit, donc a priori, quand vous rentrez, il n'y en a pas. D'accord? Donc vous avez à le créer. Donc vous faites new. Et vous avez un autre tree, pas forcément .01, s'il y en a d'autres avant, vous avez node tree.01. Mais là, vous aurez notre tree tout simplement. Et on va commencer à aller voir. Alors, on voit qu'il y a un truc qui s'appelle add, alors on va cliquer dessus, on va voir ce que ça ajoute. Boum, ah, il y a tout ça. Alors tout ça, c'est tout ce qu'on peut ajouter, les modificateurs, les objets, enfin bref, tout un tas de choses que l'on peut ajouter avec Vertsock. Nous, on va s'intéresser uniquement à générateur. Alors une petite remarque, c'est si vous n'avez pas les petits icônes à côté des noms, c'est normal. Hein. C'est une option qu'il faut aller configurer. Je ferai à la fin un petit travail sur les options. C'est pas très important pour l'instant. Alors nous, on va se limiter à Generator pour l'instant. Enfin, dans un premier temps, il y a d'autres choses qui vont venir après. Mais là, Generator, c'est important parce que c'est tous les objets de base que l'on peut créer automatiquement, si j'ose dire. Enfin, la base de données des objets de Blender, en quelque sorte, parce que vous reconnaissez des choses que Blender fait. Hein. Par exemple, un plane, un box, c'est un cube, un cercle, un cylindre, un icosphère. Puis il y a des trucs en plus fins, line, segment, il faut les créer. Et puis il y a même Suzanne, et puis il y a un cricket, on ira le voir tout à l'heure. Bon, enfin, bref, il y a tous ces trucs-là. Alors nous, on va commencer déjà par quelque chose de simple. On va mettre un plane. Voilà. Ah, tiens, on a un nodes qui apparaît avec des entrées et des sorties. Bon, mais c'est la seule chose qui est apparue. Vous remarquez, il n'y a pas d'objet qui s'est créé. Hein. Unité, c'est celui-là, c'est le petit, là. Mais il n'y a rien qui s'est créé ici. Mais alors, il va falloir se poser la question de comment on peut faire apparaître cet objet. Alors avant, on va aller ici et on va mettre le screencast qui est en route de telle manière à ce que vous voyez un petit peu sur quoi j'appuie. D'accord? C'est-à-dire, ça montre les touches sur lesquelles j'appuie. Bon, alors, je reviens ici. Donc, vous voyez, vous avez les détails de ce qui se passe. Je vais maintenant essayer de regarder, d'afficher. Alors, ne confondez pas tout. Hein. Le panneau 3D View va être une sorte de table à dessin sur lequel on va poser un calque, et les calques, ce sera les figures créées par Sverchok. Mais ce ne sera pas
tracé sur la table à dessin, d'accord? Ça sera des calques qu'on va poser dessus. Quand on voudra faire passer du calque à la table à dessin, c'est-à-dire qu'on voudra faire décalquer, il faudra faire une manip, c'est-à-dire on voudra transformer ce qui se fait d'une manière plus ou moins virtuelle sur les calques, mais qu'on peut voir, et qu'on voudra les transformer en objets Blender. On fera une manip. Alors pour ça, alors là on va travailler uniquement sur la partie calque. Alors pour justement faire apparaître comment est représenté un plane, eh bien on va appuyer sur la touche CTRL majuscule et on va cliquer sur le nœud. Et là, on a ce qu'on appelle un viewer qui apparaît, qui relie donc les éléments constitutifs du plane, dont on va parler, et en même temps, vous voyez, sur l'espace de Blender, sur le calque qui est posé dessus, mais qui est dessiné par Sverchok, vous avez le fameux rectangle qui apparaît. Le carré, enfin c'est un carré, c'est un plane. Alors, bon, on va décrire un peu le viewer. Alors le viewer, il a des parties, hein, vous voyez ici, bon, ça c'est quand on veut afficher le calque ou pas, d'accord? Bake, on en parlera justement, c'est la manière de passer du calque à l'objet, hein, c'est-à-dire on fait une cuisson, si j'ose dire, on va imprimer, on va mettre un objet dans l'espace de Blender. Bon, ensuite, vous avez des moyens qui permettent de modifier l'affichage du calque, du plane qui est représenté. Par exemple, ici, on peut grossir, vous voyez, les vertices. Alors, les vertices, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les sommets des objets, c'est-à-dire les points qui permettent de tracer l'objet, enfin de construire l'objet. Les edges, ce sont les bords, c'est-à-dire ça relie, hein, on peut les grossir aussi, ça relie les edges entre eux. Et les polygons, c'est tout simplement les faces qui sont inscrites à l'intérieur des edges. D'accord? En gros, on va simplifier un peu. En dessous, vous avez simplement les couleurs qui sont choisies. Voilà, on peut choisir une autre couleur ici pour les planes, par exemple du vert, d'erc. Voilà, on va laisser le bleu. Hein. Un bleu clair. Voilà, un bleu clair comme ça. C'était joli. Bon. Voilà, puis pareil pour les edges. Bon. Ça, c'est pour la décoration. Matrix, on en parlera plus tard. Hein. C'est pour déplacer l'objet, enfin la représentation de l'objet, enfin le calque. Hein. On va appeler ça le calque. On se met d'accord entre nous. Hein. C'est le calque qui est posé sur l'espace de Blender. Le node plane par lui-même a des paramètres qui définissent certains éléments. Par exemple, XY, vous voyez que ça veut dire qu'il est affiché sur le plan XY. Là, il est affiché sur le plan YZ. D'accord? Et là, il est affiché sur le plan ZX. Bon, on va se remettre sur XY, c'est quand même plus pratique. Bon. Size num, c'est les distances entre les vertices et les choses comme ça. C'est pas très intéressant, ça, il suffit de les expérimenter. Ça, c'est les espaces entre les vertices et ainsi de suite. D'accord? Bon. Ça, vous voyez très bien ce que c'est. C'est la size sur l'axe des X, la size sur l'axe des Y. Si je mets 12, voilà. Hein, bon. Si je veux tous les deux à 10, je sélectionne les deux, je tape 10. D'accord? Bon, hein, je vous rappelle, on sélectionne, on glisse comme ça. Hein, vous sélectionnez le premier, vous glissez en maintenant appuyé, et puis vous retapez la valeur que vous voulez. Là, c'est pour le nombre de vertices. Si par exemple je mets 3 vertices sur chacun des côtés, ça va mettre des vertices en plus. Bon, vous voyez, on peut faire des grilles comme ça. Bon, voilà. On va rentrer un petit peu dans les détails quand même, parce que c'est utile pour la conception, hein, assisté par ordinateur. C'est-à-dire ces vertices, comment ils sont codés, hein, ça se dit comme ça, à l'intérieur de Blender. Enfin, de Sverchok aussi, c'est la même chose. Eh bien, pour ça, j'ai fait un petit schéma. Voilà. J'ai fait un petit schéma, vous voyez, c'est ce qu'on appelle les listes de vertices. Les listes de vertices, c'est
on va voir, hein, on va les voir après. Ces points-là, qui sont rangés, ils sont rangés les uns derrière les autres, avec des numéros, 0, 1, 2, 3, et puis il y a leurs coordonnées en dessous. Voilà, ça c'est la liste des vertices. Et à partir de la liste des vertices, vous voyez, on va créer les edges. C'est-à-dire, si on prend 0, 2, 1, 3, les vertices, je les ai pris dans cet ordre-là, c'est important parce que sinon c'est difficile à représenter. Eh bien, si je prends le vertice 0 et le vertice 2 et que je les relie par un edge, ça me donne l'edge 0, d'accord? Donc les edges eux-mêmes sont créés à partir des vertices par, ils ont un numéro d'index, ils ont chacun un numéro d'index, et puis ils correspondent à un premier vertice et un deuxième vertice, qui donc fait référence à la table au-dessus, à la liste au-dessus, et donc va permettre de créer les coordonnées et les faces pareilles. Voilà. En gros, vous avez cette idée-là. Alors ça, on peut le voir très bien grâce à des viewers qui sont proposés dans Blender. Alors, il y en a différents types. Je vais vous en proposer un certain nombre, à vous de choisir. Il y en a un que j'aime bien. Il y en a un qui est tout simple. Il y en a Shift A. Il y en a un qui est tout simple. C'est celui qu'on retient assez facilement. C'est un texte. Il s'appelle Note. On prend... Alors, il a une entrée, tout simplement. On rentre un texte ici et ça va sortir écrit à l'intérieur. Eh bien, si par exemple je prends les vertices ici, je vais avoir Bloom. Alors, qu'est-ce qui sort là-dedans? Si je regarde de plus près, regardez. Alors, c'est un petit peu compliqué à comprendre. On va débrouiller un peu les choses. Mais vous voyez, si je prends les crochets, il y a 3 niveaux de crochets. Hein. On le voit au début et à la fin. Les crochets les plus à l'intérieur, eh bien, il y a 0, 0, 0. Ça, c'est les coordonnées de ce point-là. 10, 0, 0. Ça, c'est les coordonnées de ce point-là, et ainsi de suite. D'accord? Ça forme une liste. Hein. Les crochets, c'est les emboîtements de liste, c'est-à-dire les petits, c'est les coordonnées, il y a l'ensemble, et il y a le surensemble. D'accord? Bon, ça, c'est déjà un petit peu compliqué à lire, quoi. Bon, il y a un outil qui est un petit peu plus agréable à lire parce que moins concentré dans l'espace. C'est, bon, on va le chercher, c'est un viewer text. Il y en a deux. Il y a 2 types de viewer text. Je vais vous en montrer un. C'est donc texte, il s'appelle Stereoscope MK3. Voilà. Alors lui, il travaille un peu toujours dans la figure qui est là, c'est là où ça peut être intéressant, c'est vous mettez ici les données et hop, elles apparaissent sur le côté, c'est-à-dire la liste que vous aviez tout à l'heure, elle apparaît sur le côté, d'accord? Bon, ça a ses avantages, et puis en plus on peut le cacher. Bon, le seul problème c'est que très rapidement ça devient difficile à lire parce que ça s'empile dans la fenêtre que l'on voit, d'accord? Donc je vais le mettre un peu de côté. Et puis je vais vous en montrer encore un autre. Oh, il y en a encore plein d'autres. Mais enfin bon. Shift A. Je vais aller chercher un autre viewer qui est toujours dans... attendez, il est dans texte, je crois. Ouais, viewer text MK3. Viewer text MK3. Ouais. Alors celui-là est quand même assez intéressant. Il est assez génial. Bon, je vais peut-être retirer celui-là. Ça encombrera pas la figure. Voilà, alors je vais prendre un peu de place parce que vous allez voir, celui-là, il lui fout de la place. Alors, si lui, je lui mets ça, il ne se passe rien a priori. Mais par contre, il a des paramétrages à l'intérieur. Il a 2 paramétrages, Out, Update et Frame. On va s'intéresser à Frame surtout. On va cliquer dessus. Pour l'instant, il ne se passe rien. Mais il y a un gros bouton ici qui est View. Alors, Frame, c'est quoi? C'est un cadre que l'on va tracer à l'intérieur de l'espace ici des nodes, dans lequel on peut inscrire des choses. Alors, si on fait View, boum, vous avez quelque chose qui est apparu sur le côté, qui est assez gros. Alors, on va tirer. Donc, c'est un petit peu le problème de ce viewer, c'est qu'il prend de la place.
et en plus, il faut arriver à le manipuler. Alors la couleur, moi, me va pas, je clique droit dessus et je fais décoche la custom color. Ah là, ça va un peu mieux. Déjà, je vois un peu mieux. Alors, j'aimerais, si c'est possible, prendre cette frame et la déplacer comme ceci sur le côté. Voilà. Alors, vous voyez qu'elle me permet d'afficher, je vais pousser un petit peu le panneau Properties ici. Je voudrais pousser le panneau Properties ici, merci, voilà, voilà. Alors, vous voyez que ça affiche les coordonnées en liste, c'est quand même pas mal, d'accord? Et puis en plus, il suffit ici de changer, par exemple 12. Bon, alors ça ne change pas en automatique, encore que non. Voilà. Si je reclique dessus, évidemment, ça le rechange. D'accord? Il faut cliquer sur View à chaque fois. Donc, si je remets à 10, View, d'accord. Hein? Mais il y a plus fort. Il y a plus fort parce qu'il y a un moyen, sans passer par les frames. Je supprime ça, et vous allez me dire, mais je n'ai rien à voir. Mais si. Parce qu'il suffit d'aller là, et de regarder, ah tiens, il y a un sphere shock viewer, boum, et vous avez dans la fenêtre texte, c'est-à-dire ça n'encombre plus votre espace de travail, enfin votre espace de notes, vous avez les résultats de votre viewer. C'est-à-dire que si par exemple je change et que je vais sur les edges, je vais pouvoir afficher ce que me veut les edges. Vous voyez, 0, ah ouais, c'est un peu compliqué, mais pour l'instant, hein, on ne cherche pas trop à comprendre, mais 0,2, 0,1 pour les edges. Donc, vous voyez, c'est quand même pas mal. Bon. Alors, le problème, c'est justement, tiens, puisqu'on est sur les edges, 0,2, c'est quoi ça? 1,3, c'est quoi ça? Comment c'est codé? Bah, vous l'avez montré un petit peu sur les représentations. C'est les couplages de vertices. Mais ça serait bien si je pouvais voir les numéros des vertices. Ben oui, ben ça existe. Il y a ce que moi j'ai cherché à faire sur les Geometric Nodes avant de connaître SphereShock, c'est la visualisation des numéros des vertices sur la figure. Là. Et ça, SphereShock l'a fait. Oui. Ça s'appelle dans Viewer Index Plus. Oui. Alors, petite chose quand même, il y a quelque chose qui ne me plaît pas, c'est la couleur. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment on peut travailler. Vous vous mettez donc sur Nodes, vous cliquez sur l'objet, vous mettez sur Nodes, et ça permet de retirer la couleur. Comme ça, on voit mieux les textes. Parce que vous voyez, même sur celui-là, on ne voit pas bien les textes. D'accord? Hein, c'est pas mal des fois de retirer les couleurs. C'est joli les couleurs, mais moi j'aime bien voir ce qu'il y a un peu à l'intérieur. D'accord? Voilà. Bon, ça c'était un petit détail en passant. On revient à notre ensemble. Alors, comment marche notre index viewer? Eh bien, regardez, je vais prendre les vertices. Boum. Je vais les plugger ici. Enfin, oui, ça c'est dit comment on dit? Les brancher. Et si vous regardez bien ici, regardez les sommets pendant que je plug, pendant que j'accroche. Hein, je décroche, il n'y a rien au sommet. Regardez, il y a des petits trucs verts qui vont apparaître. On ne voit pas bien, mais c'est des trucs. Alors vous me direz, bah, c'est pas très pratique, on ne voit pas rien. Mais oui, mais il y a la case magique. Il y a la case background. Et là, vous voyez apparaître le numéro des vertex, c'est-à-dire l'index des vertex, sur fond noir. Et là, c'est génial. Parce que ici, la case cochée, ce sont les vertices. Si je coche les index, si je coche les index, étant donné que je ne les ai pas branchés, ça risque pas de marcher. Donc il faut que je les broche. Voilà. Et là, j'ai les index qui sont affichés en même temps que les vertices. Et alors, vous comprenez maintenant pourquoi 0,2? Ben, regardez, 0,2, c'est le premier. 0,2, c'est le couple des deux vertices 0 et 2 qui est regroupé pour faire l'edge 0. D'accord? Et ensuite, 1,3. Alors, 1,3 pour les vertex. 1,3. Voilà. Ça me donne l'edge 1.
Et ensuite, 0, 1, 0, 1 pour les vertex, ça me donne l'index, l'edge 2, c'est-à-dire la troisième, et enfin 2, 3, la troisième index. D'accord? La troisième edge. Voilà. Donc voilà comment un petit peu sont codés les edges et les vertices. Bien sûr, si je retire les vertices, il n'y a plus rien, puisque les vertices sont la base de tout. Petite remarque aussi, je peux, bon, c'est pas d'un intérêt grandiose ici puisqu'il y a une seule face, mais je peux donner les faces, à condition, bien sûr, de les afficher. Vous voyez, j'ai une seule face ici. Mais, je vais vous montrer quand même quelque chose qui peut être intéressant. Je vais décocher les edges, c'est pas la peine. C'est si j'augmente ici le nombre de vertices, c'est-à-dire si je mets 3, et bien vous voyez que j'ai augmenté le nombre des vertices, il y en a 6 au total, et vous avez la face numéro 1, la face 0, la face 1, la face 2 et la face 3. Voilà. Hein? Voilà en gros comment marche. Bon, je vais remettre à 2, hein, je rappelle. Hein, c'est quand même assez pratique. Oui, 13, ça fait beaucoup. Voilà. 2, voilà. Voilà, vous voyez que ce viewer index est très important et il permet de comprendre très bien la structure de données que je vous ai présentée ici, hein, les edges et les vertices. C'est ça qui est vraiment quelque chose de très puissant. Donc là, vous avez la base pour comprendre tout le reste. C'est-à-dire que on peut, à partir de ça, pouvoir manipuler, on va pouvoir manipuler ce que l'on veut dans ce système de Sverchok, c'est-à-dire ce vertex-là, on va pouvoir le bouger comme on veut, alors en sélectionnant, bien sûr, avec les notes qu'il faut pour pouvoir les manipuler. Alors, on va essayer avec un nouvel add-on qui s'appelle donc Sverchok, de faire, avec ce nouvel add-on, donc on a un petit peu vu comment on pouvait le télécharger, de refaire, je sais pas, bon, si vous avez vu sur ma scène, enfin sur ma scène, sur mon site, j'avais fait avec les géométries nulles une reconstitution de cette pièce, là, une pièce mécanique donnée. Voilà. Alors j'avais pris donc ces côtes-là et je l'avais décomposé de la manière suivante en différents blocs. On va voir comment Sverchok nous permet éventuellement de nous en sortir pour faire la même chose. D'accord? Alors, comme ça va nous permettre d'apprendre en même temps ce que fait Sverchok. Alors, donc, je vais prendre Blender, voilà, s'il veut bien. Là, alors j'ai pris donc cette version qui est la version 3.0 des poussières, et j'y ai mis Sverchok. D'accord? Alors, je vais passer ici ça de l'autre côté, voilà, pour pouvoir travailler sur les dimensions qui me sont données. Alors, comment ça marche sur Sverchok? Donc moi j'ai fait tout simplement, bon je ferai en complément un moyen de faire un espace et de le mémoriser dans Blender. J'ai donc un onglet Sverchok que je mets en route. Voilà. Alors, quelques petites choses quand même de réglage. Le panneau N est là. Sverchok donne quelques possibilités comment ça s'appelle, de personnalisation. Par exemple, si je fais New ici, j'ai un nouvel espace, et Shift A, je vais pouvoir avoir tous les monnaies, ou alors vous faites Add, hein, c'est ce qui revient au même, Add, voilà.
Et puis, vous cherchez ce qu'il faut. Alors, on va commencer ensemble, hein. On va commencer par générateur. Générateur permet de créer les différentes formes que l'on connaît sous Blender, les lignes, il y en a un peu plus, il y a les segments, les lignes, les planes, les box. Alors, moi, je vais prendre une box de départ. Je vais retirer mon cube de référence, X, et je vais essayer de faire un petit peu ce que j'avais idée ici, c'est-à-dire partir de cubes unités et d'appliquer des scales et des locations pour obtenir cette forme-là, hein, la forme en rouge. Bon. Alors, comment faire ça? Alors, déjà, quand on a une box, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut voir ce qu'elle représente en cliquant dessus, en cliquant sur majuscule, contrôle majuscule, clic. Voilà. Donc, souvenez-vous, contrôle majuscule, clic. Si je regarde un petit peu, vous voyez, il y a un certain nombre de choses. General Utility, bon ça c'est pas très utile. Il y avait quelque chose que je voulais vous montrer. Voilà. C'est quand je fais Shift A, vous voyez j'ai les petits icônes à côté, hein, les noms et les icônes. Si je coche ça, je vais avoir ces icônes. Si je le décoche, je les aurai pas. Socket menu, je sais pas trop, je l'ai jamais. Il était coché dès le départ. Et l'autre Big Button, je ne sais pas ce que c'est et j'ai pas envie d'essayer, hein, parce que c'est quelque chose un peu fragile, je trouve. Bon, enfin, vous verrez, c'est à vous d'employer. Bon, une fois qu'on a vu ça, donc vous voyez, contrôle Shift et vous avez votre espace. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est comment on peut jouer sur les dimensions. Alors, c'est assez facile parce que ici, pour la box, malheureusement, uniquement pour elle, pour un instant, vous avez ici un bouton qui s'appelle Matrix, qui ajoute une matrice de transformation qui va permettre de jouer sur tous les paramètres, location, position, rotation et échelle. Donc je clique dessus, vous allez voir, ça se fait automatiquement. Voilà. Vous voyez, j'ai une matrice in qui apparaît et qui va me permettre de donner au cube la forme que je veux. Alors si je prends par exemple un des cubes qui m'intéresse, ici par exemple je vais prendre celui-là, hein, bord arrondi. Je vais y mettre cette location ça et ces scales là, d'accord? Donc, je mets ça sur le côté. Vous avez peut-être intérêt à prendre quand même comment ça s'appelle, une photo d'écran pour vous en sortir. Alors, d'après ce que j'avais calculé, alors cette matrice-là va me créer une box qui va être bord arrondi. Alors, il y a plusieurs moyens pour se repérer, parce qu'on va en avoir plusieurs, des cubes. Vous en avez un pour moi qui est le plus simple, qui consiste à mettre une frame autour. Et la frame, vous cliquez donc sur l'objet et vous faites CTRL-J et ça rajoute une frame. Et pour lui donner un nom, vous passez ici en panneau N, vous allez dans Node et puis vous lui mettez le nom que vous voulez. Moi je vais l'appeler bord arrondi. Voilà. Vous voyez, ça permet de se repérer, parce que sinon, au bout de 3 box, je ne sais plus de quoi je parle. Bon, alors, je ferme mon panneau, et puis je vais mettre mes paramètres. Alors, scale, d'après ce que j'ai dans mes notes, il fait 16 sur X, 64 sur Y, et 48 sur Z. Bon, vous voyez, l'échelle est un peu, voilà, je rediminue, voilà. Je le mets ici, d'accord? Ça, c'est mon bord arrondi. Bon, alors je passe au suivant. Je vais faire Shift A, un autre box. Générateur, box, tool. Alors, je vais faire des éléments séparés pour éviter
un peu les pétouilles. C'est-à-dire que des fois, quand je veux accoupler les objets, ça pose des problèmes. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'enregistre en même temps, j'ai essayé sans enregistrement, mais j'ai un petit ordinateur, hein, moi j'ai un portable, donc je ne suis pas puissant au point de vue de la mémoire. Donc peut-être qu'avec des ordinateurs un peu plus puissants, vous pouvez faire des choses que je vous montrerai après. Bon, on va y aller doucement. Alors, on va faire un peu la même idée. Hein, on va faire CTRL-J pour dire, bah, cette fois, je fais quoi? Bah, je vais faire, par exemple, la base. Hein. La base, c'est cette partie. Je vais vous montrer. La base, c'est cette partie-là. D'accord? Donc, je reviens ici. Pof. Je vais faire la base. Donc, je vais dire N. N. Base. Je vais l'appeler base, simplement. Base. Hop. Voilà, alors je vais faire la même manip que tout à l'heure. Déjà, je vais faire... Oui, oh, j'aurais pu le mettre dedans. Oui, je vais le mettre dedans, tiens, ça. C'est pas plus mal, ça me plaît mieux. Ouais, voilà, je fais pareil. Hein. Il suffit de se mettre dedans et de cliquer. Voilà. Donc la base, alors, elle... Eh bien, alors, je pourrais recoupler, et ainsi de suite. Pour l'instant, je vais simplement dupliquer Shift-D, le viewer. Le viewer, c'est la manière de faire apparaître les choses à l'écran. Et je vais ici mettre vertice à la main. D'accord? Et ensuite, alors là on ne le voit pas parce qu'elle est trop petite, je vais donner les dimensions que je désire ici avec Scale. Alors, d'après ce qui m'est donné, la base fait sur l'axe des X 96, sur l'axe Y 64 et sur l'axe Z 16. Voilà. Alors ça, c'est le scale. Maintenant, la location, c'est-à-dire sa position, c'est, d'après mes calculs, ben c'est 0, 0, 0. D'accord? Alors, la location, c'est quoi? Alors là, celle-là, elle n'est pas en position. Je vais donc la mettre en position. Le bord arrondi, ses coordonnées, location, c'est 0, 0, 16. Voilà. Et là, ah oui, mais je ne me suis pas mis. J'ai quelque chose que je ne vous ai pas dit et j'ai eu tort. C'est qu'ici, je me suis mis en centre. Vous voyez que ça ne correspond pas à ma figure parce que les choses s'emboîtent très mal par rapport à ce que je voulais. Tout simplement parce que je n'ai pas pris comme origine corner. Corner, c'est le vertex qui est là. Et là, il faut mettre corner aussi. Et là, ça s'emboîte bien. Vous voyez, ils sont tous les deux emboîtés sur le corner ici. 0, 0, 0. D'accord? Bon. Alors, maintenant que ça, c'est bon, ben, il me reste à faire encore Shift A, encore une autre box. Il m'en reste deux à faire. Générateur, box. Voilà. Pouf. Et celui-là, je vais y mettre donc sa matrice. Et je vais y mettre son entourage. Hop, hop, CTRL-J. Et alors celui-là, bah, par exemple, ça va être le plot central, ce que j'ai appelé le plot central. Alors je vous montre un petit peu le plot central. Le plot central, il est, si j'y arrive, voilà, le plot central, il est là. D'accord? Alors, toc. Voilà. Alors, plot central, donc plot central. On va tout de suite lui donner ses coordonnées. Alors, il y a différents moyens de procéder. On peut faire apparaître après ou faire apparaître pendant. Je copie le viewer, c'est-à-dire ce qui me permet de voir ce que je fais. Hein, je le mets là, toc. Alors là, vous n'allez pas voir apparaître la box parce qu'elle est trop petite. Elle est planquée à l'intérieur, là. Je vais mettre corner, hein, ne pas oublier corner. Et puis, je vais commencer à mettre le scale, par exemple. Alors, le scale pour le plot central, c'est 40, 42, 28. Donc, 40. Alors, 40. Vous pouvez
tapez, appuyez sur Tab, 42, et vous passez au suivant. Et 20, 42 et 28. Voilà. Voilà. Alors vous voyez le plot central est apparu. Hein, et par contre il n'est pas en bonne position. Et ben on va le positionner ici à l'aide des coordonnées que j'ai à ma disposition, c'est-à-dire 16, 22 et 48. Non, plot central, pardon. 16, 22 et 16. Voilà. Voilà, il est en position. Hein, elle commence à prendre sa forme, vous voyez. Il manque un qui est le plan coupé sur le côté, donc je vais le faire. Je vais faire plan coupé. Alors, Shift D. Non, je vais faire Shift A. Box. Ah. Ma matrice, toujours. Boum. Et je prends les deux et je fais CTRL-J et je vais faire pan coupé. N. Pan coupé. Voilà. Et je vais le positionner à l'endroit où il faut. Alors je vais faire dupliquer ça, Shift D. Alors je vous donnerai les raisons pourquoi je fais à chaque fois un autre viewer temporaire. Hein. Il y a quelques petites raisons, parce que j'ai eu quand même quelques problèmes de bugs. Alors je ne sais pas si ça vient de moi, mais enfin moi, ça ne fait pas ce que je veux. Donc je préfère prendre des précautions pour que vous voyez ce qu'on peut faire. Alors, pan coupé, donc pan coupé, je vais le faire apparaître. Alors, pan coupé, il a pour scale, donc scale, on va lui mettre donc 40, 12, 28. Voilà. Et location, non, c'est raté. J'ai mis les locations 56, tant pis, 56-52-16. Voilà. Ça c'est la location. Il me faut le scale. Alors le scale c'est 40. Voilà. 12. 28. Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la location. Oui, excusez-moi, encore le corner qui n'est pas à sa place. Voilà. Donc, si je vous montre en gros ce qu'on devait avoir, voilà, vous voyez, c'est pas mal. D'accord? J'ai l'enveloppe cubique, ce que j'ai appelé l'enveloppe cubique. Bon. Alors, eh bien, alors là, c'est chacun des morceaux et donc représentés séparément. Donc, on va voir maintenant comment on peut faire apparaître les arrondis, les trous, enfin les découpages. On va faire ça en un deuxième temps. Bon, alors, on en était là. On avait construit donc l'enveloppe cubique, ce que j'avais appelé l'enveloppe cubique de la pièce. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, on va y aller par petits bouts, hein, parce que bon, c'est aussi un peu compliqué à comprendre. On va s'intéresser à cette première rainure ici. On verra celle-là après, mais celle-là va déjà nous habituer à travailler avec Sverchok. Bon, alors pour ça, je vais prendre, alors le plot coupé, je vais le descendre, parce que c'est celui-là, hein, je vous rappelle, c'est le plot central qui nous intéresse ici, c'est les noms que j'avais donnés. Et donc, je vais faire GZ, je vais le descendre, parce que je vais faire quelque chose sur le plot central pour lui faire cette fameuse rainure que je désire.
Alors pour ça, je vais utiliser un cylindre, mais avec des précautions. Voilà. En gros, vous avez, bon, alors il y a les cotes à connaître. Hein. Sachez que le cylindre que je vais poser, il est orienté par rapport à son centre. Hein. Donc il va falloir qu'on calcule en gros les cotes comme ça. Hein. Bon. Comment fait-on? Bon, bah alors on va chercher déjà un cylindre. Shift A. Générateur, cylinder. Voilà, le voilà. Alors il a tous ses paramètres. Hein. Alors vous voyez, il est orienté par rapport à son centre. On va tout de suite faire apparaître ce petit cylindre parce que c'est utile de voir comment ça bouge. Hein. Et moi, je vous conseille de le faire à chaque fois. Alors pour ça, ne faites pas CTRL-clic dessus parce que sinon vous allez piquer un viewer ailleurs. Vous faites simplement une duplication, Shift-D, d'un des viewers temporaires et puis vous branchez à la main. Bon, il y a un raccourci pour le brancher automatiquement. Moi, j'aime bien brancher à la main, je vois ce que je fais. Alors il est tout petit, on ne le voit pas. Alors on va lui donner quand même des codes correspondant à ce que j'ai ici. Alors on prend bien en mémoire ça. Hein. Faut que vous fassiez un schéma, puis on va calculer un petit peu au fur et à mesure. Alors déjà, le diamètre que l'on va utiliser, c'est 24. Donc le rayon, si j'approche un peu, le rayon va être 12. 12, 12, hein, parce que c'est le haut et le bas. Bon, ça c'est le rayon. 12 et la longueur doit dépasser les... doit dépasser... Bon, on va mettre 50 pour l'instant. Hein. C'est pas important parce que ça doit dépasser pour faire l'intersection. Donc, on va mettre 50. Alors, on va le voir apparaître sur le côté là. D'accord? On va faire apparaître aussi... voilà. Les faces, les polis, quoi. Alors, maintenant qu'on a ça, on va tout de suite faire une chose, parce que ça, c'est l'origine d'une pétouille dans pétouille, ça veut dire que le Blender plante. Hein. Si on fait trop de calculs, à mon avis, il ne doit pas aimer. Donc, diminuer au maximum les... pardon, c'est pas les radius. 12, ça reste. C'est les méridiennes. Enfin, en gros, les edges verticaux. Hein. Donc là, moi, je l'ai mis à 6 pour avoir un hexagone. Voilà. Alors, maintenant, il faut déplacer cet engin. Alors, curieusement, à la différence des box, il n'y a pas un point matrice ici. Alors, on va le créer. On va se débrouiller autrement. On va aller chercher deux nodes qui sont respectivement move, le premier, pour translater, et Shift A, on va aller chercher Search, Rotate, pour le faire pivoter. D'accord? Et on va les brancher sur les vertices. Hop, voilà, vertices. On va les brancher l'un derrière l'autre. Tac, tac, voilà. Je vais mettre mes rotates en l'air, c'est plus facile à manipuler, j'ai directement l'accès par rapport au centre. Hein? Parce que bon, le reste, je touche pas à mon origine. Alors, je vais déjà travailler sur Rotate pour le mettre horizontalement, puisque je vais en faire l'intersection ici. Donc, je vais faire 90 sur... pardon, pas sur Z. Non, bêtise, 0 sur l'axe X, par exemple. Voilà. Voilà, là, il est bien. Alors maintenant, à l'aide des coordonnées, des codes que vous avez sur la figure, je vais le déplacer sur l'axe des X. Alors si je lis la figure, je dois le déplacer théoriquement, puisque c'est son centre, hein, je vous montre la figure, son centre doit être ici, donc ça va être la moitié du rayon 12, plus... bah non, je vais prendre tout simplement 20 ici, puisque c'est la moitié de 40, 20 plus l'épaisseur qui est ici, 16, c'est-à-dire 36. Je dois me dépasser de 36 sur l'axe des X théoriquement. Alors ici, j'appuie sur le petit cône pour avoir les... comment ça s'appelle? Les coordonnées. Donc 36, ici, ça devrait être bon, si je ne me suis pas trompé. Voilà, à peu près. Donc je dois monter maintenant de... alors 28 plus 16...
28 et 16. 28 plus 16, 8 et 6, 14. Ça fait 44 théoriquement. Donc je vais monter de 44. Donc sur l'axe Z, je crois, je vais monter de 44. Non, pardon, c'est pas celle-là, c'est vrai que ça... Étant donné qu'on l'a bougé, c'est sur l'axe Y qu'il faut le monter de 44. Pardon. Hein, c'est en repère local. Et enfin, sur l'axe des Z, bah, vous le positionnez à l'œil. Hein, ça, voilà. Alors vous voyez, c'est pas mal notre calcul, parce que juste le... Alors ça, on peut le positionner à l'œil, hein, c'est pas gênant. Voilà. Hein, donc, c'est pas mal, il est bien positionné. Alors maintenant, vous allez me dire, comment fait-on pour couper le plot? Eh bien, on va faire intervenir un node qui fait l'équivalent du booléen, comment ça s'appelle, du modifieur booléen. Alors, je ne sais plus où il est, mais je vais taper booléen. Alors, ne vous trompez pas, c'est pas solid booléen, c'est CG booléen MK2. Voilà. Alors, c'est lui qui va faire l'intersection entre la base, le plot central, pardon, le plot central, donc je vais faire descendre ici le plot central, hein, mettez-le en premier, hein, sinon vous inversez si ça ne marche pas bien, et puis on va mettre, bien sûr, le cylinder. Alors on va les mettre pas en intersection, on va les faire en join pour maintenant. Alors là, il faut faire un petit peu attention à ce que l'on fait. On va donc prendre les vertices qui sont... Alors attention, hein, prenez les vertices qui sortent ici parce que vous les avez déplacés pour que ça marche. Par contre, les faces, vous pouvez les prendre là. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi. Je fais le vertice ici, vertice là. Il ne faut pas se tromper dans les... Bon, c'est un petit peu délicat. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais oublier temporairement celui-là et je vais me brancher sur celui-là à la place du plot central. C'est-à-dire, je vais faire ceci, cela, d'accord? Et puis, je vais retirer celui-là, X. D'accord? Alors, vous me direz, il ne se passe rien. Ben non, je suis en joint. Je ne suis pas dans ce qu'il faut. Il faut que je me mette en différence. Et là, vous avez l'encoche. Alors, vous me direz, l'encoche, elle est un peu hexagonale. Ben non, ben c'est maintenant, seulement maintenant, que vous pouvez aller chercher les méridiennes et les monter à ce que vous voulez. Enfin, pas trop quand même, hein, parce que sinon, vous voyez, si j'augmente, ben, ça marche très bien. 17, 18, j'ai bien les noms repères. 18, voilà. D'accord? Et là, vous avez votre encoche qui est parfaite. D'accord? Là, la première encoche, on a travaillé. Alors, pour ne pas se perdre, bien sûr, parce qu'on va encore avoir d'autres choses à faire, puisqu'on a une autre encoche à faire, et puis des arrondis et des choses comme ça, eh bien, on va redescendre un peu les choses, un petit peu comme ceci, et puis on va donner des commentaires, c'est-à-dire on va mettre tous ces petits mondes-là à l'intérieur d'une frame. Hein, je vous rappelle, vous sélectionnez tout et vous faites CTRL-J, et vous allez N dans l'encoche node, là, ici, et vous tapez, par exemple, bon, moi je vais marquer encoche plot central. Plot central. Ce qui me permettra, par la suite, de me repérer plus facilement. Vous voyez? Parce que ici, bon, j'ai mon plot central, mais voilà, j'ai derrière l'encoche dans le plot central. Hein, ça va mieux en faisant les choses proprement. Voilà. Save. Hein, faites des sauvegardes parce que ça a quand même été un peu fragile par moment. Alors, il nous reste à faire une petite encoche en bas, pas les moindres,
ici, vous voyez, cette encoche là. Alors on va commencer par faire une encoche rectangulaire et après on s'occupera d'arrondir le bout. Donc 2 étapes pour essayer de s'en sortir. Alors pour ça, on va se mettre à côté, disons de la partie basse, de la base, ce que j'ai appelé, d'accord? Alors la base, si je la cherche, elle est là. Donc je vais descendre tout le reste pour laisser de la place et pouvoir travailler avec. Donc, je n'ai pas tout pris. Il faut que je prenne tout. Voilà. G, Z, boum, et je vais laisser un peu de place. Voilà. Alors, voilà donc la base. Et j'ai dit que j'allais essayer de faire déjà une encoche carrée. Alors, pour ça, je vais donc me mettre ici. Je vais introduire donc un parallélépipède. Shift A. Je vais mettre une box, générateur, box, voilà. Alors, ici encore. Et je vais y mettre, alors, comme tout à l'heure, je voudrais la voir en même temps, donc je fais surtout pas de majuscule contrôle sur celui-là, parce que sinon ça va me faire sauter un viewer ailleurs. Je vais faire Shift D et je vais visualiser mon petit cube ici que je vais mettre déjà aux côtes en fonction de ce que j'ai dans mes notations. Alors, ma box en question, qui est toute petite, qui est citée là, elle doit, d'après ce que je vois ici, alors je vais lui mettre son origine dans le coin bas, je vous rappelle, c'est un peu comme ça qu'on a travaillé jusqu'à maintenant, dans le corner. Et alors, d'après la cotation, je devrais déjà avoir une largeur. Donc, il faut que je rentre ici une matrice, ça va être un peu plus simple pour la box. Location, non, je vais d'abord mettre les dimensions. Alors, sur l'axe DY, je veux qu'elle fasse 16. C'est la largeur de mon entaille. 16. Hop. Pour la hauteur, bon, je vais mettre ce que je veux. 16, je vais mettre 30 par exemple. Ou 32, le double. Voilà. Et puis pour, donc, il me manque la longueur. Je vais mettre 25, 20, 25, 25, 30. Voilà. Alors maintenant, elle apparaît tout doucement. Je ne sais pas si vous voyez, mais on peut la faire apparaître. Vous voyez, elle est là, la partie. Alors maintenant, ce qui est important, c'est la largeur, puisque c'est ça qui va faire la découpe. Maintenant, il faut la positionner. Alors la positionner d'après les côtes, elle doit se trouver par rapport à l'axe des X à 96 moins 20, 76. Donc je dirais 76 sur l'axe des X. 76. Voilà, à peu près. Alors si je regarde, vous voyez. Ensuite, je la décale de 16 sur l'axe Y. Donc 16 mm. Voilà. Et alors, comme il y a superposition des faces en dessous, je vais la décaler vers le bas pour que on puisse avoir une intersection propre. Les intersections n'aiment pas le mélange des surfaces, des surfaces qui se... Alors maintenant, il va falloir de nouveau utiliser le fameux nodes. Je vais déplacer les choses. Shift A, je vais aller chercher le boolean, le CG boolean MK2, voilà.
et je vais en faire l'intersection avec la base. Donc je vais ramener les coordonnées de la base, toc, poly, voilà, et je vais ramener les coordonnées ici de ma deuxième box pour faire l'intersection. Et alors, donc, je décroche ça, c'est-à-dire ce qui me montrait machin, je décroche ça, ma base aussi, et je vais simplement en garder un, mais je ne vais pas le supprimer tout de suite. Alors, voilà, et je vais mettre toc, et voilà. Il manque des choses, il manque la base. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, j'ai mis intersection, joint, donc là, je récupère l'ensemble, et si je fais différence, vous voyez, j'ai le trou. D'accord? Donc, c'est bien. Je le garde, celui-là, je vais en avoir besoin. Parce que c'est pas fini. Parce que maintenant, il faut arrondir le bout. Alors, on va procéder comme tout à l'heure, avec un cylindre, hein, en prenant attention au cylindre, en faisant attention au cylindre, parce que le cylindre a l'inconvénient, si on met tout de suite toutes les génératrices, enfin, on n'appelle pas ça les génératrices, on appelle ça les edges, eh bien ça pétouille sérieux. Alors, on va garder ça en route, on va faire apparaître notre cylindre, Shift A, on va mettre un cylindre en route, voilà. Je vais le mettre sur le côté, j'ai pas assez de place. Je vais descendre tout ça, tout ce qui est en bas. Hop, B. G, Z. Voilà. Là, j'ai un peu trop. Bon, c'est pas grave. Je vais en montrer après. Hop. Donc j'ai de la place. Voilà. Je remonte un peu le cylindre et je vais grossir pour continuer. Alors, je vais faire apparaître mon cylindre. Et je vais le dimensionner et ensuite le placer. Donc je passe ça ici et là, là. Alors il apparaît tout juste sur le côté. Alors, le trou, il doit avoir un diamètre de 16, donc a priori, ces radius font 8. Voilà. La hauteur, elle doit dépasser 16. On va la faire de 32 par exemple en hauteur, ça serait bien le double, comme ça on pourra placer tranquille. Alors à hauteur 32. Alors vous allez le voir apparaître sur le côté, voilà. Maintenant, il s'agit de le placer au bon endroit. Mais avant ça, il faut surtout penser à mettre ici 6 pour comment on pourrait dire, pour le nombre de génératrices. Sinon, ça pétouille, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors par contre, on va, comme tout à l'heure, on va faire apparaître ce qui nous permet de mouvoir dans les 2 degrés, translation et rotation, le cylindre. Donc je vais faire Shift A, Move. Hop, hop. Je l'appelle. Shift A, Rotate, Search, Rotate. Voilà. Voilà. Alors, je vais faire, je l'ai mis par rapport au center, ouais, c'est pas mal. Donc, je vais mettre ici vertice, ici vertice, ici vertice, comme ça, ça me permet éventuellement, là, je vais me mettre en l'air, ce qui me permet de voir. Alors, ce que je vais faire, je vais le tourner, je vous expliquerai après, parce que c'est plus facile pour le caler après, hein, puisque là, ici, de ne pas être sur les faces, mais d'être sur les sommets. Donc, je vais le tourner sur l'axe des Z de 90 degrés, par exemple. Non, pardon, c'est 60, non, c'est... elle n'a pas tourné.
Tête de l'air. Je l'ai bien pourtant là. Bon, là il move bien. Donc 0. Rotate, center. Ah oui, par rapport à l'origine, d'accord. Ah si, voilà. Alors, je vais regarder un petit peu. J'avais dit... Alors, je vais remettre à 0. Alors, si je fais... je voudrais le mettre de 30. Voilà, c'est 30 que je cherchais. Voilà, c'est 30 degrés. C'était pas 60. Oui, c'est la moitié de 60. Oui, d'accord. Je me suis trompé. Bon, alors, maintenant, il faut le placer à l'endroit. Alors, vous voyez qu'il est un peu bas. Donc, je vais le monter un peu pour pouvoir le voir apparaître. Bon, maintenant, il faut le déplacer pour le mettre à la position qui est ici. D'accord? Alors, théoriquement, si on ne se trompe pas, je dois avoir 96 moins 20, c'est-à-dire 76 sur l'axe des X. 76. Hein, tout ça, c'est des cotes. Oh, là, c'est pas ça. Oh, 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 oh. Move 0. Voilà, non, c'était bien là, 9. Pourquoi j'ai... Je crois que j'ai un problème de centre. Centre, pourtant c'est bien ça. Pas droit. Pourquoi ça part en biais? Ah, c'est peut-être parce que j'ai fait la rotation d'abord. Ouais. Je vais mettre à 0 et je vais me déplacer à la main déjà. Je vais voir si... Voilà. Là, donc 76, j'avais dit. Voilà. Et ensuite, on va faire... on va se retrouver à 64 divisé par 2, 32. Hein, 32 sur l'axe Y. 32. Hop là. Alors, on va voir ce que ça donne. Non, je me suis trompé quelque part. Bon, je vais me mettre au pif. Hein. Alors, vous recalculerez après. Moi, je fais ça un peu vite fait. Là, hein. De toute façon, on va recaler. Donc, en gros, l'idée, c'est comme ça. Et ensuite, il faut que j'augmente, bien sûr, les radians. Mais je ne vais pas le faire tout de suite parce que c'est là où je risque l'ennui. Donc, je vais... Pourtant, il fait combien le trou tu fais? La box 16. Box 16. Elle fait l'épaisseur 16. Oui. Donc lui, il doit faire 8 de rayon. Oui. Bon, on va essayer. On va voir. Alors, maintenant, il faut faire intervenir l'intersection. Donc, Shift A. Je vais chercher... Oh, ah oui. Booléen. Voilà. Non, pas solide. X. Shift A. Booléen. CG. Voilà. Et je vais rentrer les choses dedans. Alors, je vais déjà rentrer les coordonnées de l'intersection de la box, enfin de l'encoche carré, si j'ose dire. Voilà. Hop, encoche carré. Et puis, je vais rajouter à ça. Donc ça me donne l'encoche carré, théoriquement. Et maintenant, je vais rajouter celle-là.
Alors je vais mettre les vertices ici et les polygones ici. Et si on ne s'est pas trompé, on va voir en joint ce que ça donne. Je vais mettre ici les vertices, ici les polys, voilà. Alors je suis en inter, ça ne va pas. Joint, ben, ça a l'air bien. Si je fais différence, voilà. D'accord. Ah oui, non. Il faut que je décroche, bien sûr, l'ancienne pour avoir l'intersection. D'accord? Alors maintenant, j'ai bien mon encoche. Je peux augmenter le nombre de méridiens. Oui, c'est ça, de méridiens. Je vais mettre voilà, à peu près. D'accord? Donc vous avez, en gros, ben, votre pièce avec les deux encoches. Il ne restera plus qu'à faire les arrondis ici et le pan coupé ici. Alors, bon, je vous rappelle que si vous n'avez pas vu mon autre, mon autre tuto sur les géométries notes, ce n'est qu'une question de bevel. Mais déjà, vous voyez ce qu'on a réussi à faire. Hein. Alors, on va faire les choses proprement, puisque on n'a plus besoin de ça pour l'instant. X. On va regrouper les choses de telle manière à être explicatif, hein, c'est-à-dire on va ici prendre tout ça et lui donner le nom qu'il faut, CTRL J, parce que c'est l'encoche de la base. D'accord? Donc, encoche, base. Hein, c'est important à faire, ça, parce que sinon, on ne sait plus du tout où on en est. Hein. Voilà. Alors, bon, ça commence à être un bel arbre, hein, mais vous voyez, ce sont des morceaux d'arbres. Hein, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on travaille assez proprement sur des morceaux d'arbres, et c'est assez facile à corriger. Voilà. Bon, je vais retourner un peu. Bon. Alors maintenant, je montre une photo d'ensemble. Voilà. Hein, voilà, avec le résultat. Alors pour continuer la construction de la pièce, il nous reste à faire cet arrondi-là et ce pan coupé ici. Alors, j'ai dit que on allait utiliser les bevels comme on l'a fait pour la pièce quand on l'a construit dans le tuto sur les geometric nodes. On va donc utiliser les bevels. Alors le problème, c'est d'arriver à transférer la notion de bevel dans SphereChop. Eh bien, alors pour éviter d'avoir un tuto qui va durer trop longtemps, là je vais simplement décrire ce que j'ai construit pour faire les bevels. Alors ici, vous voyez, l'idée c'est simple, c'est d'avoir, bon, j'ai pris un parallélépipède avec les côtes par exemple, pour montrer de ce pan-là, hein, sans son arrondi. Et je vais montrer comment on peut le construire avec le bevel. Alors, pour ça, on va utiliser donc une box avec les dimensions qui sont données là, qui sont les côtes de la paroi que je viens de montrer sur le dessin. Et je vais y mettre dessus un groupe que j'ai créé moi-même, de telle manière à aller un petit peu, à pas encombrer trop la figure dans le cas général où je vais implanter ça dans la pièce. Là, j'ai simplement mis le numéro de l'edge. Alors, vous voyez que dans le groupe, il y a un viewer qui donne les numéros d'index. Moi, j'ai mis l'index 5, qui est le numéro de l'edge choisi. Et théoriquement, mon système, mon groupe, va me permettre de faire un bevel sur, par exemple ici, l'edge 7, c'est-à-dire celui qui est ici. On voit ici. Et alors, comment je fais? Eh bien, ici, vous avez ce qu'on appelle l'offset dans le bevel. L'offset, c'est
l'amplitude par rapport au bord comment s'appelle, du bevel. Et ici, son profil, c'est 0,5 parce que je vais faire une coupe à 45 degrés. Voilà. Donc si je grossis, vous voyez si j'augmente l'offset, bah, vous voyez apparaître le bevel. Alors ça, c'est un bevel simple qui va me servir pour faire le pan coupé, par exemple. Mais aussi, je peux augmenter le nombre de segments et à ce moment-là, je vais faire apparaître ici un arrondi. Donc vous voyez, cet outil-là, ce groupe-là, va me permettre de faire ce bevel. Alors comment il est fait à l'intérieur? Ben, c'est très simple, hein. Les groupes fonctionnent comme vous l'avez vu sur les Geometric Notes si vous avez vu, sinon je vous demande de vous y reporter. On clique dessus et boum, on fait tab. Et là on voit l'intérieur. Alors l'intérieur, il est composé, si je regarde un petit peu en détail, alors ça c'est le groupe input, c'est-à-dire c'est toutes les données qui arrivent, hein, et ça c'est le groupe output, c'est-à-dire ce qui va sortir pour être affiché. Alors vous avez le node d'affichage ici, alors qui est, si on rapproche un peu, il est connecté aux vertex et aux edge, parce que c'est les vertex et les edge qui vont m'intéresser, hein, je vais aller le numéro 7. Ici, Edge 1, eh bien, c'est comment on pourrait dire, ce que je vais envoyer comme numéro d'index pour aller faire mon bevel, c'est-à-dire je vais choisir un numéro d'index, hein, c'est lui qui est dirigé quand j'ai marqué numéro d'index choisi, et ici, je vais mettre une liste length, c'est-à-dire que je vais donner le nombre d'edge que je veux beveler, si j'ose dire, d'accord? Là, j'en ai qu'un, donc je dis 1, parce que là, ce groupe est fait pour un bevel, sinon je pourrais sortir. Hein. Ensuite, alors, là, c'est un système assez intéressant, c'est la transformation. Enfin, le numéro d'index, c'est le numéro 7, d'accord? Donc, ce que je voudrais, c'est en gros, c'est ce que fait cet ensemble-là, c'est par rapport à l'ensemble des index qui va de, alors je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a un paquet, d'accord? 10, je crois, en gros, 10, 11, voilà, 11. Par rapport aux index, je voudrais simplement m'occuper de l'index 5. Donc il faudrait que je cache, que je fasse quelque chose qui me dise, eh ben, les index qui m'intéressent, c'est uniquement l'index 7. Eh bien ça, c'est le rôle de index to mask. Alors, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, je vais faire Shift A, je vais amener ici un truc très simple, note, voilà. Ici, et je vais mettre, voilà. Et vous voyez que si je rapproche un peu et que j'étends au maximum, vous voyez que j'ai 1, 2, 3, enfin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est-à-dire mes 11 edges, avec affecté par faux ou vrai. Eh bien, vous voyez que 0 est affecté false, pareil, false 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7, par contre, est true. Vous voyez, et tous les autres sont d'accord? Donc, index to mask, il va me créer, si j'ose dire, un booléen sur chaque index qui sera vrai uniquement sur l'index 7. Et ensuite, je vais prendre la liste donc de tous les index et je vais l'envoyer sur list to mask out qui va me permettre d'envoyer ici, hein, d'envoyer, alors je montre ici, hop là, data true, uniquement le couple de vertices index. 7, 4, c'est le couple de vertices qui relie comment s'appelle l'index et qui est vrai à cet endroit-là. Et donc, vous voyez, data true et data false.
Et donc là, je me sers de ce que j'ai combiné ici, c'est plus clair peut-être en partant de là, hein. Je me sers de ce qui est combiné ici et je renvoie simplement sur les data true. Et donc, je donne ça, donc il va me dire, bah, data true, il n'y en a qu'un, c'est le 7. Et lui, le bevel, il va agir uniquement sur l'edge d'indice 7. Et donc, si je reviens ici dans le monde qui est là et que je remets les choses à ici 0 pour que vous voyez d'où ça vient. Alors je vais mettre 0 ici. Hop. Il veut pas. Voilà. 0. Vous voyez. Hop. Ben, je suis bien sur le edge 7. D'accord? Et donc quand je vais travailler ici, bon, je vais diminuer les segments, c'est plus clair. Hein, j'en mets qu'un. Et bien quand je vais augmenter ici, ben, vous voyez apparaître. Alors vous voyez cet outil-là, c'est un groupe que je vais pouvoir appeler à partir de ma pièce pour pouvoir faire le travail, d'accord? C'est-à-dire me mettre mes arrondis et mes bisous sur les pièces qui m'intéressent. Alors, on va déjà s'intéresser au fait d'appeler comment ça s'appelle, le groupe. Hein? Comment, parce que le groupe est rangé dans un autre fichier, comment fait-on pour le récupérer ici? Eh ben, on prend ici dans File, Happen, on cherche le fichier qui nous intéresse, voilà, pièce et c'est arrondi. Je vais aller dans Node Tree, hop, et dans Node Tree, il y a un sphere shot group qui, vous voyez, qui est là. Je vais l'importer, d'accord? Bon, alors, maintenant, comment je vais le chercher? Eh bien, il suffit, ici, Shift A, d'aller dans la liste, de faire Add Group, voilà. Alors, je vais grossir un petit peu parce que là, c'est un peu petit, voilà. Alors, je me mets en face comment ça s'appelle, le bord arrondi, hein, parce que c'est le bord arrondi qui va être intéressé par ça. Je vais remonter un peu, comme ça on va voir un peu ce qui se passe. Je vais laisser un peu d'espace parce que ça va se mettre entre les deux. Alors, je remonte mon groupe, je me mets un peu en face, et je dis comment je vais aller chercher ça. Bah, ici, vous voyez, je clique ici, et j'ai Sphere Shot Group qui apparaît. Boum. Et je l'ai là. Je me suis trompé dans l'import. Donc ici, je vais dans Happen, groupe essai, pardon. C'était groupe essai qu'il fallait que je prenne. Donc Shift A, groupe. Il est en dessous, je crois. Ouais. Groupe, il est tout en bas. Add group, open, groupe essai. Voilà, le voilà. D'accord? Alors, je vais le brancher comme j'avais prévu de le faire ici, c'est-à-dire que j'ai les vertex ici, les edges, les polys, voilà, polys, d'accord. La liste, alors là il faut que je crée une liste input, d'accord, Shift A, list input, list input, voilà, la voilà. Ça va commencer un peu à être d'avoir du monde. Voilà, list input. Je vais mettre ici.
Et bon, ça doit être le 7, hein, parce que c'est le même montage. Donc théoriquement, je vais le mettre là. Je vais mettre 7 à tout hasard. Si ça peut marcher, c'est bien. 7. Voilà. Et je verrai sur le moment. Voilà. Alors, vous me direz, oh, voilà, liste. Voilà. Et il faut que je branche ça là. Hop. Hop. Et hop. Alors, vous me direz, c'est toujours rouge et il y a toujours une alerte. Ben, ça vient du fait. Alors, je vais mettre dessus, puis je vais faire, pardon, là. Et je vais cliquer là-dessus, je crois. Voilà. Il faut cliquer sur le viewer pour avoir une vision claire. Et vous voyez bien que c'est le numéro 7 hein, qui agit. Je retirerai après. Bon, je vais prendre un peu de place pour bien vous montrer. Hop, voilà. Hein, voilà, je suis sur cette chose-là. Alors, donc là, j'ai cliqué simplement dessus pour le réactiver. C'est pour ça qu'il était rouge. Vous voyez que maintenant, tout est normal. Et maintenant, bah, je vais dire, bah, je vais mettre, allez, je vais mettre 0,5 sur le profil. 0,5. Et je crois que l'offset était de 20. Alors, je vais faire l'offset. Vous voyez, il apparaît. 20. Voilà, à peu près. C'était ça, d'après ce que j'ai vu. Attendez, je regarde les codes sur le... Oh, ah non, 32, pardon. 32, il disait. 32. Je vais mettre 32 de rayon. Voilà. Et là, bah, mais je vais augmenter pour avoir un arrondi. Et je vais faire... pardon, 32, je le laisse à 32. C'est les segments que j'augmente. Voilà. Je vais faire les segments. Voilà. Vous avez votre arrondi qui apparaît. Voilà. Hein? C'est pas mal. Et on va faire la même chose sur le pan coupé. Donc, Shift, où est-ce que je suis? Là, il faut que je trouve plot central. Voilà. Pan coupé. Voilà. Alors, je vais reprendre la même méthode de travail. Je vais amener mon groupe. Donc, Shift A. Shift A. Groupe. Voilà, groupe. Add group. Je vais grossir encore. La petite loupe. Groupe essai. Hein, toujours mon fameux groupe. Alors, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, on va mettre ici vertex, ips, vertex, ips, et vertex ici. On va faire un list input. Alors là, on est un petit peu plus au hasard parce que j'ai pas fait de modélisation sur les numéros, mais on va tout simplement utiliser justement la numération. List input. Voilà. Pouf. Bon, je vais mettre 7 au hasard, mais c'est pas le 7. Mais c'est pas grave. Alors, hop, là, je mets list. D'accord? Voilà. Et je vais brancher pour boum. Boum. Et boum. Alors, je vais mettre ici un offset. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Alors, vous voyez, c'est pas le bon. Alors, je vais passer ici, Shift, je vais essayer. Alors, ça doit être, d'après ce que je vois, c'est le numéro 6. Hein, regardez, c'est le 6 ici. Là, j'étais sur le 7. Donc, je ressors, je vais sur le 6. Voilà, c'est bon. Donc, maintenant, je fais un offset. Alors, un offset, il faisait théoriquement toute la profil 0,5. Voilà. Offset. Voilà, je vais jusqu'en bas. Voilà. Voilà. À peu près pour que les deux bouts se rejoignent. Donc je vais à 40 par exemple. Je mets à 40. Voilà. Et là, vous avez votre pièce qui est finie. Je peux même passer de l'autre côté. Hein.
retirer l'afficheur, X, voilà, et, oh bah tiens, l'afficheur, c'est pas retiré, bon, un petit bug, hein, voilà, moi je vais peut-être X, voilà, j'ai retiré carrément l'affichage, comme ça, voilà, et voilà notre pièce terminée, hein. Vous avez exactement la pièce, alors voilà à peu près la structure générale. Bon, il faudrait que je fasse les choses proprement, que je rajoute, que j'inclue les bevels, mais bon, voilà. En gros, votre pièce est faite à l'intérieur de tout ce schéma-là. Bon, c'est un peu coriace, mais quand même, c'est pas mal, hein. On peut les voir séparément et travailler dessus, c'est-à-dire si on a des améliorations à faire, ben, on peut faire ce que l'on veut. Alors malgré tout, bon, on a réussi hein, à créer cette pièce, mais n'oubliez pas qu'on est sur un calque qui est posé sur le panneau 3D Vue, on n'a pas une pièce réelle. Donc il reste une étape à franchir pour avoir quelque chose qui apparaisse ici dans le panneau des properties et qu'on puisse éventuellement, je ne sais pas moi, imprimer par exemple, je dis des choses comme ça. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est assez simple, vous allez voir, il suffit d'utiliser la touche Bake qui est ici, hein, faire la cuisine. Ça va transformer chaque petit bloc en une pièce qui va apparaître ici. Alors vous allez voir. Je vais faire ça, Bake. Vous voyez, SV0. Alors SV0 c'est quoi? Bah, c'est la base. Je vais marquer base. Voilà. Ici. Et vous avez ici la base qui apparaît en grisé. Je continue. Je vais sur la suivante. Je fais Bake. Et bien ici, c'est... bah non, c'était la base l'autre. Bon, je me suis trompé. C'est le bord arrondi, pardon, excusez-moi. Ici, c'est le bord arrondi. Bord. Bon, je vais marquer bord, hein, simplement. Voilà. Et ici, par contre, c'est la base. D'accord? Donc, j'ai la base. Voilà. Donc, je continue. Je vais plus bas. Ici, c'est le plot central. Donc, je fais Bake. Donc, ici, j'ai le plot central. Voilà, je continue, je vais le dernier, je lui fais Bake, et j'ai plan coupé. Hein. Plan coupé. Voilà. Alors vous voyez, maintenant j'ai toutes mes pièces en grisé. Alors vous me direz, 00 c'est quoi? Non, c'est le plan coupé, d'accord. Bon, je me suis trompé dans les... je sais plus tout. Bon, en bref. Alors, ça n'a pas l'importance, hein. Alors, l'avantage de ça, c'est que ici, bon, alors vous avez surimpression du calque et des pièces. Donc, on peut maintenant masquer le calque. Alors, vous voyez qu'il y a un petit œil dans chaque viewer. Hein, ici, vous le masquez. Hein, vous remontez. Hop là, masque. Il disparaît au fur et à mesure. Voilà. Voilà. Tous les viewers ont disparu. Il y a maintenant que les différents morceaux. Hein. Non, ça c'est plot central, ça m'énerve. Hein. Je vais le faire, plot. Et puis ça, pan. Allez, hop. Ça. Voilà. Alors, maintenant, évidemment, chacun, hein, si je bouge, hein, c'est des morceaux, CTRL Z. Donc, on va faire une chose. On va faire, pardon, CTRL Z. Je vais faire, je clique à côté, voilà, je fais B, je sélectionne tout, d'accord, et je fais CTRL J, et je joint tout, et j'obtiens une pièce qui est éditable, hein, voilà, vous l'avez là, vous pouvez en faire ce que vous voulez, d'accord. Alors peut-être il y a un remove double à faire, mais bon, en gros, votre pièce, elle est faite. Mais, c'est un avantage quand même, parce que le calque, il n'est pas parti. On peut, hein, si je cache ma pièce, vous voyez, ah bah merde, j'ai tout perdu, ben non. Parce que si je rallume mes viewers, je fais réapparaître
mon calque, et je peux éventuellement faire une autre version de pièce. Donc vous voyez, ça peut être... ça a quand même pas mal d'avantages, d'accord, hein, à vous de voir dans la pratique comment ça marche. Alors, j'avais dit que je vous montrerai comment on crée un espace pour SphereChuck, d'accord? Alors, voilà, je suis en 3.0 par exemple, et je veux me faire un espace de travail. Alors pour ça, je vais aller à la fin ici, et je vais faire, et je vais chercher une copie du layout, d'accord? Le voilà, là voilà la copie. Et je vais l'appeler SphereChuck, d'accord? Voilà. Alors, je vais, hein, là je suis dans l'espace de travail de SphereChuck, je vais le configurer comme je veux. Donc là déjà je vais couper verticalement. Je vais mettre ici SphereChuck, d'accord? Voilà, avec son petit espace ici de travail. Je vais couper ici horizontalement. Ici, bon, je peux par exemple laisser la 3D. Je vais mettre ici ce qui me sert assez souvent, c'est le texte editor. Et puis je pourrais rajouter une fenêtre de commande si j'en ai envie. Enfin, moi j'en mets 3, ça suffit. Bon. Une fois que c'est fait ça, bon, bah, je suis content du résultat. Je vais enregistrer. Si je trouve, voilà, je vais enregistrer. Save, start of file. D'accord? Voilà. Alors vous me direz, est-ce que ça marche? Je quitte. Alors j'ai relancé la version 3.0. Un peu de temps à venir. Voilà. Alors vous voyez que j'atterris directement sous l'univers de SphereChuck. Alors bon, c'est bien d'avoir SphereChuck, mais si à chaque fois je tombe sur SphereChuck, si j'ai envie de faire autre chose, je suis embêté. Alors ce que je vais faire, je vais me remettre sur Layout, d'accord, voilà. Et là, cette fois, je vais faire Save, de nouveau, Save, Save Start of File. Et je fais Save Start of File. Voilà. Je quitte. Voilà, je suis de nouveau, donc, je viens de lancer 3.0. Je vais mettre un peu de temps. Voilà. Alors, vous voyez bien que je suis sur Layout, et si je cherche, j'ai bien mon espace de travail SphereChuck qui va me permettre de travailler directement. Voilà une manière de créer un espace de travail assez facilement. Alors, juste un petit plus que je tenais à vous montrer. C'est bon, j'imagine que je suis en cours de travail et que, bon, comme je l'ai fait tout à l'heure, j'ai mis une box et que j'ai mis un viewer temporaire en route pour afficher l'histoire de calque que j'ai toujours derrière la tête. Et là, j'ai appuyé donc sur N, ici, en étant sur je vais me mettre sur un des nodes, et puis je vais appuyer sur N, d'accord? Et donc, ici, vous avez un onglet, vous avez des choses, Tools, Viewer, Group, SphereChuck, vous pouvez faire des choses aussi, on verra un peu, c'est pas très important pour l'instant. Ce qui est surtout important, c'est celui-là. Je voulais vous le montrer parce que, bon, là, si vous lancez ces properties, vous avez la copie de son contenu en dessous. Vous pouvez faire ce que vous voulez, si vous avez envie, bon, enfin, comme on veut. Mais c'est surtout là que ça se passe. Help and Docs. Et en effet, si je clique sur Online, vous allez voir, en ayant appuyé sur le Nodes en question. Vous voyez? Eh bien, pouf! Même je peux le traduire en français.
je traduis en français directement la notice. Bon, ça traduit bizarrement, hein. Bon, box, c'est encadré, c'est un peu bizarre, c'est un cube en réalité. Voilà, mais vous avez des informations qui peuvent être très intéressantes relativement aux nodes qui vous intéressent. Alors, hein, si je change, par exemple, ici, et que je refais le même travail help.doc, et ben je vais avoir cette fois le viewer draw sur lequel j'ai des informations qui passent et où je peux aller voir ce qui se passe. D'accord? Donc n'oubliez pas ça, c'est vraiment un outil assez pratique à manipuler. Hein. C'est l'aide en ligne, quoi, directement. J'avais dit aussi que je donnerais quelques petites choses en plus dans la personnalisation des nodes. Alors déjà, quand vous créez une structure arborescente, hein, il faut la créer. Il faut se mettre là, puis par exemple, je vais ajouter un node, Shift A, bon, générateur, je sais pas, par exemple, box, d'accord? Voilà. Alors, vous avez vu que dans le menu, moi, j'ai quelque chose qui apparaît sur les nodes, j'ai sur le menu, Shift A par exemple, vous voyez que j'ai des petits icônes après. Eh bien, pour avoir ces petits icônes, il faut aller ici dans les Tree User Interface Options, vous cliquez sur menu icône. Hein. Si je le déloque ici, je regarde, Shift A, je n'ai plus les icônes. Si je rajoute Shift A, j'ai les icônes. D'accord? Big Button, je n'ai pas testé, il faudrait voir. Et les sockets menus, ben ça je le laisse. Hein. Alors vous pouvez aussi avoir, ça peut être utile pour le temps de travail de chaque node, vous pouvez cocher ça et vous avez le temps que met un node à s'exécuter. Alors si par exemple je fais majuscule CTRL SHIFT, vous voyez, j'ai le temps qui s'affiche à côté. C'est utile pour les pros, enfin quand il y a beaucoup de travail à faire. Voilà. Bon, moi je le décoche habituellement.